Bonjour à tous, bienvenue au studio AFNOR pour suivre la web conférence Les labels diversité et égalité professionnelle, un engagement concret pour prévenir les discriminations dans votre organisation. Donc nous avons pour cette web conférence des invités, donc à qui je donnerai la parole dans un deuxième temps. Il s'agit de Rachel Compin, directrice développement social et diversité chez Engie, et Marie-Pierre Desodis, responsable projet diversité chez Engie. Ils nous parleront de leur démarche déployée à Engie. Ensuite, nous donnerons la parole à Boris Roman-Dubreuil, qui est DRH de la ville de Dijon et de Dijon Métropole, et Aude Burtin, responsable gestion et action sociale, chef de projet diversité et égalité, qui nous parleront de leur démarche de labellisation développée à Dijon. Donc je les remercie beaucoup de participer à ce webinaire et j'ai le plaisir d'accueillir donc tous les auditeurs qui êtes connectés à cet instant. Vous êtes plusieurs à être intéressés par cette démarche. Je voulais aussi rappeler que cette idée nous a été proposée par Julien Babin, qui est chargé des RH à Camp-Bernard, qui est une filiale de Vinci Construction, qui souhaitait que les labels soient présentés aux fournisseurs de l'entreprise. Donc je présente, je suis Violaine Trajan, je suis responsable thématique du secteur public et des labels sociaux. Et chez AFNOR Certification, donc j'anime les labels égalité et diversité, donc les faire connaître de tous, les entreprises publiques, les entreprises privées, mais aussi les institutionnels. Donc notre programme, donc je reviendrai rapidement sur les labels d'État, je présenterai les dispositifs, à savoir les labels égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les labels diversité, le dispositif Alliance, donc il y a un cahier du charge unique pour les deux démarches. Je présenterai rapidement le profil des labellisés, le cahier des charges et ensuite donnerai la parole à nos invités et reprendrai donc la parole pour aller plus loin, vous présenter quelques dispositifs que nous avons développés. Donc, j'ai mis ce slide au début pour vous inviter à poser des questions au fil des présentations pour que nous puissions y répondre au fil de la webconférence, instantanément. Donc, pour tout savoir sur les labels, donc le label diversité a été créé en 2008 pour favoriser le dialogue social, prévenir les discriminations et promouvoir la diversité à l'initiative de l'État et la NDRH, qui est l'Association nationale des DRH. Il permet de reconnaître toute politique et action engagée en faveur de l'égalité des chances et qui vise à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité sous toutes ses formes dans le cadre de la gestion de ces ressources humaines. Donc, il répond à 24 critères qui sont définis par la loi. Rapidement, c'est l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation, l'identité sexuelle, l'âge, la situation de famille, la situation de grossesse, l'ethnie, les opinions politiques syndicales, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille également, lieu de résidence, état de santé, handicap, précarité sociale. Voici les 24 critères. Donc le label permet d'avoir une analyse de risque pour éviter de produire ou d'être discriminant dans la gestion des ressources humaines et aussi de pouvoir établir des plans d'action avec l'ensemble des représentants du personnel et donc d'inciter toutes les composantes à s'engager dans cette démarche, sensibiliser au-delà de l'entreprise. Le label égalité, lui, a été créé avant le label diversité en 2004 et il est piloté par le SDFE, qui est le secrétariat du droit des femmes, et il vise à promouvoir et à favoriser l'égalité professionnelle et la mixité entre les femmes et les hommes au sein de la sphère professionnelle. Alors, il y a beaucoup d'obligations légales qui rappellent ce label, notamment
le fait de conduire un accord avec les représentants des syndicats, de répondre à des critères, notamment d'égalité dans les gestions des carrières, de réduire l'écart des salaires, d'inciter à la mixité des métiers, etc. Il implique aussi il oblige aussi de conduire une démarche RSC, c'est-à-dire d'avoir une grille d'analyse de situations comparées des salaires entre les femmes et les hommes dans toutes les postes euh, occupés dans l'entreprise. Et le label demande aussi d'aller plus loin, notamment en matière d'équilibre de temps de vie, de lutte, d'actions qui sont développées pour lutter contre le sexisme, les violences à l'égard des femmes, etc. Donc l'Alliance, c'est l'Alliance des labels diversité et égalité a été créée en 2016. Donc c'est un dispositif qui harmonise les deux processus d'évaluation, c'est-à-dire qu'il ne reste qu'un cahier des charges pour les deux, un dossier de candidature, une possibilité de combiner les audits et évidemment d'avoir des tarifs optimisés. Donc, ce dispositif a été mis en place pour faciliter la démarche de labellisation. Je rappelle qu'il existe 3 cahiers des charges pour s'adapter aux spécificités des organismes, selon que l'entreprise ou l'organisme a plus ou moins 50 salariés, donc il y a 2 cahiers des charges, et selon que l'organisme appartient à la fonction publique, donc 3 cahiers des charges. Et la procédure de labellisation est validée par 2 commissions qui sont distinctes. Une fois que l'audit a eu lieu, le bureau du label, alors égalité pour le label égalité et le bureau diversité pour le label et diversité, va se prononcer sur le dossier, sur la qualité des pièces qui ont été transmises et aussi le projet qui est décrit. Et ensuite, si le bureau valide le passage en commission, donc votre structure est amenée à venir présenter sa démarche auprès de la commission du label qui est composée de 3 collèges, le collège de l'État, le collège des représentants des syndicats, des personnels et le collège des représentants des patronats et pour la diversité des représentants de la NDRH. Donc, ils peuvent vous poser des questions à l'issue de votre prestation et donc il va valider le label. Quelquefois, le bureau peut demander des pièces ou de développer, d'en dire un peu plus sur des actions avant le passage en commission. Donc, qui sont les labellisés aujourd'hui? Ça fait 10 ans pour le label diversité. Le label diversité existe depuis 10 ans, donc on a beaucoup de grandes entreprises qui sont labellisées. Donc, Angie va témoigner tout à l'heure, mais nous en avons d'autres. Des TPE et des PME également, dans une moindre mesure. Des collectivités territoriales, bon, comme la ville de Dijon, et des établissements publics et des associations, des ministères également. Donc, c'est pour dresser un peu le portrait des labellisés, c'est à peu près 40% d'établissements de la fonction publique pour le label diversité, 10% d'entreprises qui ont moins de 50 salariés et plus de 50% d'entreprises qui ont plus de 50 salariés. Alors, effectivement, les démarches comme Monsieur Babin qui nous a proposé de présenter le label à ses fournisseurs, c'est pour aussi présenter et faire connaître la démarche, notamment au sein des PME et TPE. Le label gagne à être connu au sein des organismes, puisqu'il est aujourd'hui pas assez connu. Donc pour le label égalité, voilà pour le portrait des labellisés, 40% d'établissements de plus de 50 salariés, donc des gros groupes sont labellisés, 50% de l'établissement de la fonction publique et 10% à peu près des établissements de moins de 50 salariés. Donc effectivement, l'État s'est engagé dans cette démarche de labellisation. Et donc les ministères comme la culture, Bercy, les ministères sociaux, le ministère de l'Intérieur ont été labellisés, d'autres sont en cours de démarche.
Et au final, les labels permettent de sensibiliser plus d'1 million de salariés et d'agents qui sont sensibilisés aux thématiques de la diversité, de l'égalité dans le pays. Donc c'est une belle force de frappe. Et on voit dans des entreprises, on entend des témoignages dire que les agents ou les salariés, au-delà de leur milieu professionnel, vont s'engager au sein d'associations ou dans leur vie privée parce que sensibilisés aux valeurs que recouvrent les labels. Donc rapidement, le cahier des charges en un clin d'œil. Donc il y a 7 parties thématiques. Donc le cahier des charges est un mode d'emploi qui permet de conduire un diagnostic en référence des critères de discrimination dont j'ai parlé tout à l'heure, de faire une analyse de risque et de faire un état des lieux des dispositifs existants. Parfois, on va se rendre compte qu'on fait beaucoup d'actions, que l'entreprise ou l'organisme développe beaucoup d'actions pour prévenir et sensibiliser aux discriminations et à la diversité et à l'égalité professionnelle. Donc, ça permet de valoriser l'existant. Ensuite, le deuxième domaine du cahier des charges, c'est de définir et de mettre en œuvre une politique, donc un plan d'action. Donc, là interviennent les partenaires sociaux, puisqu'il s'agit de construire ce plan d'action avec les partenaires sociaux. Si effectivement on souhaite qu'il y ait une adhésion de tous les salariés, de tous les collaborateurs, il faut impliquer le plus possible de relais et de personnes de l'entreprise. La cellule d'écoute, qui est le domaine 3, ne concerne que le label diversité. Cependant, on le retrouve aussi dans les plans d'action d'organismes qui vont juste déployer le label égalité. Donc, il s'agit déjà d'identifier un moyen de pouvoir partager les discriminations que l'on peut rencontrer dans son entreprise. Donc, d'avoir un numéro d'identifié ou une personne dans l'entreprise qui va recueillir les témoignages pour ensuite les traiter, bien sûr de manière anonyme. Donc c'est un lieu qui peut aussi qui permet de lever qui peut permettre de lever des préoccupations. Donc le quatrième ou des problèmes de discrimination. Le quatrième domaine, c'est tout ce qui relève de la communication interne. Donc effectivement, le fait d'être labellisé, il faut que ce soit relayé en interne dans l'entreprise, que ce soit connu, qu'il y ait une présentation. Alors, on entendra avec Angie ou Dijon, mais qu'on donne la parole à des collaborateurs, qu'on mène des actions pour faire donner la place à des femmes qui vont témoigner. C'est aussi la sensibilisation donc sur les valeurs, expliquer sur les discriminations, les critères, c'est expliquer, former aussi en interne les collaborateurs et donc effectivement d'avoir un plan d'action très particulier sur ces domaines. Le cinquième domaine, c'est la maîtrise des processus de gestion des ressources humaines. Donc là, c'est toutes des protocoles ou des procédures qui sont identifiées avec des outils pour comment on va recruter, comment on va signaler à un collaborateur qui a postulé qui n'est pas retenu ou qui est retenu, comment on va l'intégrer, comment on va suivre son évolution de carrière, comment on va promouvoir les femmes à des postes à responsabilité, mixer les métiers. Donc c'est toutes ces actions qui tournent sur la gestion des ressources humaines. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de spécificités quand vous lirez ou si vous avez déjà lu le cahier des charges qui porte sur le label égalité professionnelle. Le domaine 6 couvre tout ce qui est communication externe. Donc, qu'est-ce que vous faites dans le territoire ou auprès de vos fournisseurs, auprès de vos clients pour faire connaître ces valeurs, dire que vous êtes labellisé, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter dans l'entourage. Donc, Dijon nous parlera de ces rencontres territoriales qui a un impact important dans le territoire, puisqu'il va sensibiliser les habitants, les associations, les entreprises, les élus, etc. Donc, ce qui est important aussi, c'est ces relations avec les fournisseurs. Donc là, la démarche de Vinci Construction de nous demander de présenter le label aux fournisseurs de cette entreprise, c'est une action pour promouvoir le label. Donc avec les clients, c'est de même, les partenaires et les usagers.
Et enfin, le septième domaine qui va permettre à tous, enfin à l'entreprise d'identifier des outils pour évaluer la démarche qui est déployée, évaluer pour s'améliorer en continu. C'est des mesures, des bilans et qui permet des ajustements. Vous dire là que les labels, quand on s'engage dans cette démarche, on ne va pas dès le départ répondre à tous les critères du cahier des charges, puisque il faut aussi progresser dans le temps et trouver et identifier des actions qui vont être déployées dans le temps qui couvre le label. Vous êtes labellisé pour une durée de 4 ans, donc voilà, c'est une amélioration continue pendant 4 ans. Et si vous renouvelez la démarche comme Angie l'a fait, puisqu'elle est labellisée depuis 6 ans, de progresser au fil des années. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des labels. Je vais maintenant laisser Rachel Compin présenter la démarche de labellisation au sein de Angie, ainsi que de Marie-Pierre Bézodis, qui travaille sur ce sujet depuis plusieurs années. Donc Angie est labellisée, comme je le disais, depuis 6 ans, et donc un grand groupe industriel et énergétique qui compte plus de 70 000 collaborateurs, le troisième le plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie. Une femme qui est directrice générale depuis 2016, Isabelle Cocher, d'ailleurs, que nous avons pu entendre si vous avez eu l'occasion d'écouter une matinale de France Inter parler de la politique Engie depuis plusieurs années. Voilà, donc le groupe a obtenu le label pour la première fois en 2012 sur un périmètre français limité et a été reconduit en 2017. Donc je vais peut-être vous laisser la parole, Rachel et Marie-Pierre. Vous êtes prêtes pour prendre le relais? Oui, bah écoutez, bonjour. Vous nous entendez? Bonjour oui, Violaine, bonjour à toutes et à tous. Bah écoutez, merci pour votre invitation. On va faire peut-être une présentation du groupe et puis des raisons qui nous ont conduits à nous engager dans cette démarche il y a déjà maintenant un peu plus de 6 ans. Alors comme vous l'avez dit Violaine, le NJ, c'est un groupe énergétique. Nous sommes un peu plus de 150 000 dans le monde et un peu plus de 70 000 personnes en France. Et en fait, c'est le résultat de la fusion entre deux grands groupes qui étaient déjà tous les deux, Suez et Gaz de France, très engagés sur les questions de diversité et notamment de droits humains. Et donc, le propos a été en 2011, puisque c'est en 2011 que nous avons commencé à réfléchir à la question du label diversité, c'était de se dire, nous avons tous des engagements en matière de diversité, d'égalité professionnelle, à travers notamment des accords d'entreprise. Nous avons également en 2008 signé un accord sur les droits humains. Donc la question de la diversité était, je dirais, assez naturelle. Mais le fait de s'engager dans le label diversité, c'était l'occasion pour le groupe de montrer tout ce qui était fait et puis de fédérer la filière ressources humaines sur ces questions-là et d'engager les managers sur des actions de sensibilisation. Donc c'est ça qui a prévalu en fait à l'origine. Et comme c'était une action, je dirais, assez complexe compte tenu des effectifs, le parti pris a été de dire on va commencer sur un petit périmètre. Alors bon, petit périmètre pour le groupe, c'est quand même à l'époque, c'était 35 000 personnes. Et puis ensuite, comme les choses se sont bien passées, nous avons obtenu en 2012 le label, c'était de poursuivre en 2014 sur l'extension du périmètre. Et comme vous l'avez dit, nous avons procédé au renouvellement en 2017 pour cette fois-ci couvrir l'ensemble des 73 000 personnes dans le groupe en France. Donc, comme je le disais, cette démarche avait pour objectif de faire reconnaître les actions qui pouvaient déjà exister, les accords qui pouvaient exister, les relations avec nos partenaires sociaux qui étaient sur ces questions-là déjà bien actives et existantes. Et puis, également, cet engagement dans le label diversité, c'était une façon de montrer à l'extérieur que le groupe était
très conscient de ces questions d'égalité professionnelle et donc d'être un groupe attractif pour ces recrutements et pour les populations qui pouvaient nous rejoindre. Donc à la fois travailler en interne sur l'existant et puis attirer des nouvelles compétences parce que nous étions dans une logique de respect et d'équité par rapport à nos salariés. Donc voilà un petit peu comment on a abordé cette question de labellisation. Il y a un point sur lequel effectivement on insistera, c'est une démarche qui permet de montrer et de mettre en évidence les actions déjà en cours, mais c'est également une action qui est extrêmement structurante. La particularité du groupe Engie, c'est d'être partout sur le territoire. On a un ancrage territorial qui est extrêmement fort. Et donc, cette démarche avec l'ensemble des chapitres du label diversité et du cahier des charges a permis d'engager une réflexion avec la filière RH, puis les managers, mais essentiellement avec la filière RH dans un premier temps, pour structurer, professionnaliser nos process en ressources humaines. Donc ça a été effectivement un point extrêmement fort qui ne s'est pas démenti, je dirais, depuis qu'on s'est lancé dans cette démarche et encore aujourd'hui, notamment sur le recrutement, c'est extrêmement structurant. Voilà, on va peut-être partager avec vous les différents points qui ont déjà été en partie évoqués dans le cahier des charges. Donc, il y a plusieurs points. Il y a notamment l'autodiagnostic, parce que avant d'engager une démarche et d'avoir les audits, c'était important de savoir où nous en étions dans nos process. Et donc, encore une fois, dans un cadre d'entité décentralisée, ça nous a demandé, je dirais, un travail assez conséquent de mise en réseau de notre filière RH et de nos référents diversité. On vous parlera également donc des documents qui nous ont servi pour le pilotage de cette audit et notamment sur le renouvellement. Et nous avons créé aussi une plaquette sur les critères de discrimination et quelles étaient les actions que nous pouvions faire pour accompagner les RH sur, je dirais, toutes les questions de cellules d'écoute et d'accompagnement des salariés. Et puis, également, pour unifier les méthodes de travail, comment on a créé une base SharePoint qui permet de recenser l'ensemble des documents qui sont utiles pour travailler sur la diversité. Marie-Pierre, on peut peut-être évoquer le volet autodiagnostic. Oui, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Rachel, on est implanté sur l'ensemble du territoire français. C'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est qu'on a également des activités qui sont extrêmement diverses et des organisations très diverses avec une grande hétérogénéité de produits, de services et des organisations qui sont aussi mouvantes. Et des tailles d'organisation aussi. On peut avoir une business unit qui compte 40 000 personnes et puis on peut en avoir une autre qui compte 4 000 personnes ou 400 personnes. Donc, en fonction de toutes ces caractéristiques, il fallait conduire ce processus de relabellisation en tenant compte de ces particularités. Et du coup, on a adapté aussi nos outils aux besoins des différentes entités. Vous avez des entités pour qui il est clair, et ils ont aussi le budget d'aller payer un diagnostic fait par un organisme extérieur. Donc chez nous, historiquement, on a beaucoup travaillé avec la fondation Agir contre l'exclusion, FACE, et donc les clubs FACE locaux sont à même d'aller faire des diagnostics dans les entités, mais on a aussi des entités petites ou qui n'ont pas le budget ou qui ont des équipes RH et diversité
qui ont eu la chance d'être dans la boucle de la labellisation depuis l'origine et donc qui ont acquis une certaine expertise du sujet et pour qui faire un diagnostic par un prestataire externe n'aura pas de sens alors qu'eux-mêmes sont montés en compétences. Et du coup, ce qui est apparu donc important en 2016, puisqu'on a commencé à s'y préparer en 2016 pour un audit qui a eu lieu au printemps 2017, c'était l'élaboration d'outils d'autodiagnostic qui donnaient le choix en fait aux entités d'avoir recours soit à un prestataire extérieur, soit de pouvoir conduire la démarche en interne avec cet outil-là, élaboré avec l'aide de FAS, et qui permettait de fournir ensuite des éléments à la fois pour revisiter son plan d'action et soumettre ces éléments-là à l'auditeur. Alors c'est un tableau Excel avec un certain nombre de graduations qui indiquent la maîtrise ou la mise sous contrôle de chaque item, découpé en fonction des domaines, des différents domaines du cahier des charges, et qui ensuite permet visuellement d'avoir une espèce de toile d'araignée récapitulative qui met en valeur les zones de force et de faiblesse de l'entité. Voilà, donc ça c'était un premier outil, mais l'outil en lui-même, ce qui est intéressant en fait, c'est d'avoir une approche qui soit différenciée et adaptée au profil en fait des entités. Comme chez nous, on a quand même une myriade d'entités, on a 24 business units, mais dans ces 24, il y en a qui sont étrangères, donc on les élimine, mais on a aussi des entités qui sont implantées à différents endroits dans le monde, mais qui ont un siège en France, donc qui sont éligibles au label. Ce qui fait qu'en gros, on a audité non seulement ces structures qui sont un peu les structures mères, et qui sont la structure d'organisation d'Engie au travers d'une vingtaine de business units, plus des entités qui dépendent de ces business units. Donc, on a eu 2 semaines et demie d'audit avec une soixantaine d'entretiens et de rendez-vous. Donc, c'est quelque chose qui s'organise à l'avance. Donc ça, c'était le premier outil. Je peux passer au suivant. Donc, alors, effectivement, des documents de pilotage uniformisés pour préparer l'audit. Il s'agissait, on a animé beaucoup de réunions avec notre réseau de référents diversité, justement pour qu'il y ait une bonne compréhension, une bonne préparation et pour tenir compte aussi des besoins exprimés par les différentes entités, ce qui nous a permis aussi d'adapter des documents. Et il y a une chose qui est très simple, mais que faisait Rachel déjà au tout début du label, c'est de pouvoir lister en fonction des domaines du cahier des charges, ces domaines du cahier des charges qui sont très très structurants. Et c'est tout simplement de lister tous les documents possibles pour illustrer la bonne prise en compte de chacune des thématiques du cahier des charges. Donc, c'est une liste qui est organisée, mais qui peut être enrichie d'ailleurs d'année en année, et qui va regrouper certes des rapports de situation comparée si on est sur le domaine de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ce sont des bilans de plans d'action conduits par les uns et les autres. Ce sont des présentations qui ont été faites. Voilà, ce sont en fait tous les documents possibles qui vont illustrer les actions de l'entité au fil de l'eau, puisque la vie ne s'arrête pas une fois qu'on a eu le label. Et c'est un processus d'amélioration continue permanent qui doit être animé. Voilà, donc c'est en fait nourrir par la preuve tout ce qui va être la recherche de l'auditeur qui lui
selon ces critères, va évaluer l'entreprise. Alors, je veux faire juste un point après sur la question de la cellule d'écoute et je laisserai Marie-Pierre évoquer la plaquette qui a été faite. Je crois qu'en tant que grand groupe, nous avons été certainement les premiers à avoir recours à une cellule d'écoute externe. Donc la cellule d'écoute, nous avons souhaité passer par Allodiscrime. Et donc cette cellule d'écoute, c'est à la fois pour les salariés en interne qui peuvent saisir ce dispositif si ils estiment être dans une situation où ils peuvent être discriminés. Et c'est également une structure qui peut être saisie par des candidats, donc par les personnes extérieures à l'entreprise, qui pourraient se sentir discriminés dans le cadre d'une candidature qui n'aurait pas été validée par des recruteurs. Donc, c'est un dispositif qui a mis, je dirais, quelques semaines à se mettre en route et qui, depuis fin 2010, fonctionne de façon, je dirais, permanente dans l'entreprise. Et il nous a semblé important, et ça c'est dans le cadre du renouvellement, de l'extension plus exactement, puis du renouvellement, important de donner des outils à notre filière RH pour que, saisi d'une situation parfois complexe, ils puissent anticiper un certain nombre de réactions ou trouver des solutions à des situations complexes saisies par des salariés, et donc qu'on évite peut-être par un certain nombre d'actions de prévention que les salariés puissent aller saisir cette cellule pour résoudre une difficulté ponctuelle. Donc, Marie-Pierre a travaillé avec un certain nombre de référents RH, référents diversité, pour justement créer un outil qui puisse permettre d'être sensibilisé à ces questions et au traitement de la discrimination. Oui, donc c'est un outil et c'était un peu le fil rouge de toute cette préparation aux audits du label. Et même encore, aujourd'hui et toute l'année 2018, on a renforcé le travail en collaboration avec les équipes que nous animons. Donc, ce document qui s'inscrit dans une série de documents qu'on avait déjà sortis sur des thématiques de la diversité, comme le fait religieux, comme le handicap, comme le premier, c'était... Oui, mais c'est ça. C'est le handicap et 10. Ouais, et les 10, les troubles 10. Donc, ce document, en fait, reprenait des définitions de base, parce que quand on parle de discrimination, souvent, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Donc, on reprenait, il y avait toute une partie lexicale sur les définitions. Qu'est-ce qu'un traitement défavorable? Qu'est-ce qu'une action positive? Qu'est-ce que la discrimination? Quels sont les critères que l'on a illustrés par des exemples concrets? Nous, on est arrivé à 26 critères. Et ensuite, on parlait du dispositif Allodiscrime et de ce qu'il a. C'est le choix qu'a fait Allodiscrime et que nous avons fait avec eux. C'est le choix de la remédiation, en fait. Comme l'expliquait Rachel, on estime qu'on serait en échec si un salarié qui s'estimait victime d'une discrimination allait porter sa requête devant une juridiction externe. Et le but, c'est qu'on arrive justement à se parler, à s'entendre et à trouver des solutions en interne. Et c'est ça la remédiation. Donc, on réexplique quel est le dispositif de remédiation porté par Allodiscrime. Et une dernière partie de cet outil qui montre des cas pratiques, des cas qui se sont avérés dans l'entreprise. Donc peut-être il s'agit soit de cas de recours de salariés qui s'estiment discriminés, soit de recours candidats. Et donc, à partir de ces cas pratiques, on a travaillé tous ensemble avec des RH, des référents diversité, des juristes en droit social, mais également des référents éthiques,
du groupe, on a pour chacun des 3 cas que l'on a choisi, on a un peu décortiqué la méthode. La méthode, c'est voilà, le sujet m'apparaît comme ça, qu'est-ce que je fais, quel est le bon questionnement. Donc déjà, il y a toute une partie questionnement, qu'est-ce qu'il faut rechercher, et ensuite comment je traite. Voilà, donc ça c'est un outil qui a été, qui était le bienvenu à cette époque-là de préparation des audits, à la fois pour montrer ce que l'on avait fait, comment on le faisait, mais aussi pour pouvoir outiller encore et encore la filière RH et le management. Bon, c'est un outil aussi grand public, grand public, j'entends, diffusable à nos salariés, puisqu'il est mis sur l'intranet et il est accessible de tous. Et voilà. Du coup, je me permets de reprendre la parole. Ces outils, vous dites que c'est diffusable en interne, mais s'il y avait des personnes qui suivent là en ce moment la webconférence, qui souhaitent avoir accès à ces outils, est-ce que vous serez d'accord pour les partager? Oui, bien sûr. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de copyright. Hein. On est là pour partager les bonnes pratiques. Et alors, avec le... Pardon? Non, c'était votre présentation est très claire. Effectivement, on a souvent des questions sur comment fonctionne une cellule d'écoute, quels outils faut-il développer, comment sont traités effectivement les signalements que reçoit cette cellule d'écoute. Je trouve que vous avez donné un éclairage très précis sur cet outil. Comme l'outil de diagnostic aussi, c'est intéressant de savoir comment en interne on prépare à l'audit et donc on mène des audits internes. Est-ce que vous avez d'autres informations à présenter ou on passe maintenant à Dijon? Alors, peut-être juste une précision qui est le dernier point, c'est qu'en fait, plus on avance dans le temps et plus on avance dans les audits de suivi ou de renouvellement, plus on s'améliore, je dirais. Et là, dans le cadre du renouvellement, Marie-Pierre a créé une base SharePoint qui permet de rassembler tous les documents qui sont utiles pour les audits et pour le suivi de la démarche label diversité. Donc c'est une base, SharePoint tout le monde connaît, mais c'était important de la créer de façon à ce qu'on puisse trouver en un même lieu, dans un temps court, tous les éléments qui intéressent à la fois l'ensemble du groupe, le corporate et les politiques d'entreprise. Voilà. Merci pour cette présentation qui donne à voir en fait concrètement comment est déployé le label et surtout cette notion de comment on anime dans le temps un label, puisque vous l'avez dit là tout récemment, maintenant, c'est que là au fil du temps vous trouvez des nouveaux outils pour vous améliorer. Cette base SharePoint, donc ce n'était pas connu au départ, ou en tout cas déployé au départ, et à l'occasion d'un renouvellement, voilà, c'est aussi en interne, vous posez des questions pour améliorer les dispositifs et les process. Merci pour ces témoignages. Donc, je n'ai pas vu de questions de la part de nos auditeurs, donc je vais maintenant passer la parole à la ville de Dijon. Donc, Monsieur Roman. Monsieur Boris Roman et Madame Aude Burtin, donc ils vont nous parler de leur dispositif et puis de leur focus notamment sur les rencontres territoriales, qui est un domaine du cahier des charges assez intéressant. Et donc Dijon a été labellisé récemment en 2017. Donc c'est la première fois que vous avez le label. Donc je vous laisse la parole, c'est à vous. Oui. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être vous dire qu'effectivement, la ville de Dijon et Dijon Métropole sont largement mutualisées. Donc là, on va parler des deux entités. Nous, par rapport à NJ, on est une organisation qui est très récemment labellisée, puisque c'est effectivement en 2018, au premier semestre, que nous avons obtenu successivement les deux labels
d'abord diversité puis égalité professionnelle femmes-hommes. Ça a été un énorme travail, mais qui en fait avait démarré depuis le début des années 2000, puisque sous l'impulsion du maire de Dijon et du président de Dijon Métropole, François Rebsamen, un certain nombre d'actions dans le domaine de l'égalité femmes-hommes ou dans le domaine de la diversité étaient mises en place depuis le début des années 2000. Et à un moment donné, on a fait le constat que ces actions existaient de façon éparse, mais qu'il y avait sans doute besoin d'une démarche qui puisse un peu faire le fil rouge, qui puisse un peu structurer l'ensemble de ces actions, avec aussi le souci de se structurer, de se professionnaliser en interne et d'être aussi sur une cohérence entre des politiques publiques. Dijon et Dijon Métropole fournissent des services publics à la population, que ce soit dans le domaine de la propreté, de la petite enfance, de l'enfance éducation, ou encore de l'état civil, enfin tous les services qui sont offerts par les communes et les intercommunalités. Et donc ces services sont destinés bien sûr à l'ensemble de la population. Et nous avions besoin aussi de structurer cette action pour que ce qui est fait à l'extérieur, on puisse aussi se l'appliquer en interne et donc avoir une démarche qui soit en cohérence entre l'interne et l'externe. Et puis aussi dire par rapport à ce qui nous a motivés sur les labels, parce que j'imagine que ce matin, les auditeurs du webinaire s'interrogent pour savoir s'ils doivent s'engager dans cette démarche. Ça a été aussi une formidable opportunité pour nous de mobiliser un certain nombre de personnes. Alors c'est vrai que l'impulsion est venue de notre maire président, mais cette démarche n'a réussi que parce que nous avons réussi à entraîner un très grand nombre d'acteurs, les élus d'une part, les organisations syndicales qui ont fait partie du comité de pilotage au niveau des représentants de notre CHSCT, la direction de la communication externe, le cabinet, mais également les services de notre collectivité et puis un certain nombre d'agents. Nous avons monté un réseau d'ambassadeurs de la démarche qui compte plus de 100 ambassadeurs. Voilà, je vais maintenant vous laisser la parole à Aude Burtin pour parler spécifiquement de nos rencontres territoriales. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, par rapport à nos rencontres territoriales, l'objectif qui était poursuivi était de pouvoir partager les bonnes pratiques avec notre territoire, c'est-à-dire avec l'ensemble de notre territoire. Donc, ça comprend les habitants, les associations, les entreprises, les 23 autres communes de la métropole. Donc, ces premières rencontres territoriales ont eu lieu en juin 2018. Une centaine de personnes étaient présentes. Et c'est vrai que c'était à la fois pour nous l'occasion de célébrer l'obtention de ces labels diversité et égalité qui nous ont été remis de manière officielle par des représentants de l'AFNOR à Dijon, mais également de montrer que ces préoccupations-là, on souhaitait les partager avec l'ensemble de notre territoire, en partant du principe que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose et qu'il vaut mieux justement essayer de travailler tous de concert pour essayer d'améliorer justement les manières de faire sur notre territoire, chacun à son échelle, un peu à l'image du colibri, chacun a fait sa part de manière à augmenter justement et à améliorer les pratiques sur le territoire. Donc, on a souhaité vraiment une participation très large de pas mal de personnes, à la fois sur le plan local, comme je vous le disais, mais également sur le plan national, parce que c'est toujours intéressant que des grands groupes puissent aussi témoigner, un peu comme le fait NJ aujourd'hui, de la manière dont ça se passe chez eux. Et puis aussi pour montrer que chacun peut s'approprier aussi les démarches AFNOR à son niveau. Bien sûr, c'est peut-être plus facile quand on est un grand groupe, quand on est une grosse structure, mais on peut aussi décliner ces valeurs à chaque échelle et même à une plus petite échelle. Alors la labellisation, bien sûr, n'est pas une fin en soi, mais l'idée, c'est de pouvoir essayer à chaque fois d'améliorer ces pratiques de lutte contre les discriminations en partant du principe qu'on n'est jamais parfait sur ces thématiques-là et qu'on a toujours à essayer de s'améliorer. Donc, nos rencontres territoriales avaient pour objectif de partager, de débattre, de s'engager pour prévenir l'ensemble des discriminations sur le territoire national et local. Et justement, on souhaite en 2019 reconduire ces rencontres territoriales diversité et égalité en se recentrant peut-être plus justement sur le mode local, notamment par rapport aux 23 autres communes de l'agglomération et partager avec elles un certain nombre de pratiques. Je pense par exemple à la pratique du recrutement. Notre service recrutement a fait un gros effort de travail de formalisation des procédures
au moment de la démarche de labellisation pour essayer justement qu'à chaque étape du processus de recrutement, de diminuer les risques de discrimination. Donc maintenant, il y a un outil qui existe, qui est mis en place. On ne prétend pas forcément détenir la bonne parole par rapport à ça, mais on se dit que ça peut être un outil intéressant à partager avec d'autres. Et puis nous, on a aussi encore beaucoup à apprendre des autres, donc si les autres veulent témoigner aussi lors de ces rencontres territoriales, ça sera intéressant pour nous d'échanger sur ces sujets-là. Est-ce que vous voulez que je dise quelques mots sur la procédure de recrutement, justement ? Oui, justement, vous avez fait une slide qui récapitule le déroulement de cette procédure. Donc, en quelques mots, vous pouvez, oui, nous la présenter, c'est intéressant. Alors, de manière rapide, effectivement, cette procédure permet de structurer, de formaliser notre process recrutement dans une démarche d'amélioration continue, telle que préconisée par la FNOR. Donc, à toutes les étapes de cette procédure de recrutement, on essaye de diminuer les risques de discrimination. Donc, ça passe par la rédaction de l'offre d'emploi en lien avec la fiche de poste. Donc, par exemple, les fiches de poste et les offres d'emploi, elles sont systématiquement maintenant féminisées pour montrer que sur tous les postes, on peut recruter aussi bien des femmes que des hommes, y compris sur des postes à métiers techniques, par exemple. Au niveau de la diffusion des offres, on essaye d'élargir aussi beaucoup le sourcing pour aussi encourager à postuler des personnes peut-être qui naturellement n'auraient pas postulé. Donc là, on a fait un gros travail là-dessus et même qui va au-delà des recrutements qu'on peut faire en tant que tel, puisqu'on s'est trouvé confronté, mais comme beaucoup d'autres structures, je pense, aux candidats qui se présentaient à nous, c'est-à-dire que par exemple, quand on voulait recruter une auxiliaire de puériculture, c'était plutôt justement une auxiliaire qui candidatait plutôt qu'un auxiliaire de puériculture. Et donc, pour essayer d'aller encore plus loin dans ce domaine-là, on a un homme auxiliaire de puériculture au sein de la collectivité qui est allé dans les lycées, justement au moment où le choix de l'orientation se fait, pour parler justement de son vécu, de son cursus, pour prouver qu'un homme pouvait aussi faire de la puériculture, pouvait aussi y trouver son compte, pouvait aussi s'épanouir dans ce type de métier, donc justement pour inciter également les hommes à se tourner vers ces cursus-là. Et du coup, je me permets de poser une question. Est-ce que ça a eu des résultats, enfin, est-ce que des hommes se sont aujourd'hui présentés, enfin, ont répondu à des offres d'emploi? Alors là, c'était vraiment très en amont, c'est-à-dire que ça s'est passé au niveau du stade du lycée, donc pour justement inciter aussi les garçons à suivre des écoles, à se former dans des écoles d'auxiliaires de puériculture. Donc on ne verra pas forcément les retombées tout de suite, et puis on va essayer de généraliser aussi ce type de principe, mais on espère que en apportant petit à petit des pierres à l'édifice, ça portera ses fruits. Et je pense à un autre exemple aussi, de la même manière, on a une femme policière municipale qui participe ces jours-ci au carrefour des métiers au féminin pour montrer que les femmes aussi peuvent être policières municipales. Donc nous, c'est vrai qu'on a, pour vous donner quelques chiffres, à la ville de Dijon, on a dans la police municipale 15 femmes et 37 hommes. Donc ce sont des effectifs qu'on a essayé de largement féminiser aussi. Si je peux me permettre un petit complément sur ce sujet, dans la diffusion de nos offres d'emploi, il y a aussi une vigilance importante de notre part sur les visuels. Parce que quand vous voulez recruter sur un métier technique, par exemple, sur des opérations de propreté urbaine, si la photo d'illustration de votre annonce, c'est un homme, eh bien, de fait, vous induisez le fait que les femmes qui vont regarder cette annonce se sentiront moins concernées. Donc, on essaye le plus possible, soit d'avoir des illustrations qui présentent la mixité du métier avec un homme et une femme, ou alors de faire une illustration suffisamment neutre pour que ça n'induise pas un biais et que tout type de candidat puisse être amené à se déclarer pour ce poste. Et par rapport au processus de recrutement, ce qui est vraiment important et ce qu'on a rappelé, c'est que c'est vraiment la compétence qui est au cœur du processus de recrutement. On ne recrute pas une femme pour le plaisir de recruter une femme ou un homme pour le plaisir de recruter un homme, c'est vraiment la compétence qui prévaut à tous les stades de la procédure. Et donc, cette idée-là, elle a été formalisée donc justement par rapport à toutes les étapes de la procédure, et ça s'est assorti également d'une traçabilité, puisqu'on est en démarche qualité un petit peu par rapport à ça aussi. Donc, on a une traçabilité justement de toutes les sélections qu'on fait, du nombre de personnes qui sont retenues à chaque stade de la procédure, par exemple. Donc, c'est vraiment très important pour nous
pour aussi continuer à s'améliorer dans ce domaine-là. Donc, ça passe par les questions non discriminantes lors de l'entretien, par exemple, à la présélection des candidatures lors de la phase de présélection des CV. Et puis, dernier point peut-être sur le recrutement. À la fin de la procédure de recrutement, nous adressons donc un mail aux agents, à l'agent retenu, enfin à la personne retenue, et puis un mail aux personnes non retenues, hein, qui n'ont pas accédé au poste sur lequel elles candidataient. Nous proposons systématiquement de pouvoir prendre contact avec la cellule d'écoute si les candidats estiment avoir été victimes de discrimination. Donc ça, c'est vraiment pour boucler la boucle et pour que aucun candidat ne pense avoir été victime de discrimination. Alors, j'ai une question pour vous, c'est de Myriam. Quels sont les acteurs pilotes du projet de labellisation au sein de la ville de Dijon et quelle a été la composition de leur groupe de travail? Oui. Alors, on a constitué un comité de pilotage en premier lieu en janvier 2017 quand notre maire président nous a fait part de son souhait d'obtenir les labels. Et donc, ce comité de pilotage était constitué donc d'élus, de représentants de la DRH, de représentants du personnel et également de membres de la communication interne et externe, puisque la communication a vraiment été présente tout au long du projet. Et puis après, sur la méthodologie suivie, on a vraiment souhaité une démarche très participative. Donc, on s'est adjoint les services d'un cabinet Alain Gavant qui nous a aidés tout au long du processus et qui a réussi à nous faire mobiliser à peu près 120 personnes tout au long du projet. Donc, à la fois, par exemple, lors de la phase d'état des lieux, puisqu'effectivement, on a souhaité que ce soit ce cabinet qui puisse écouter les agents pour voir ce qu'ils avaient à dire sur les questions de discrimination, d'égalité, de diversité, de manière la plus neutre possible et la plus impartiale possible. Et ça s'est traduit également lors de l'audit, quand l'auditrice AFNOR est venue, puisqu'elle est restée un peu plus d'une semaine. Et on a vu aussi beaucoup de services différents au sein de la collectivité. Je pense par exemple au CCAS, au service des sports, au service des politiques contractuelles. Donc, c'est 120 personnes au total qui ont été vues qui ont pu apporter leur témoignage, en tout cas, lors de cette démarche. Et pour nous, c'était vraiment, à la fois, c'était pour nous naturel de faire participer tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on mène les projets, généralement, à la ville de Dijon. Et en plus, c'était vraiment aussi un de nos points forts, parce que ces valeurs de lutte contre les discriminations, elles sont vraiment portées à toutes les échelles, à tous les échelons de la collectivité, par l'ensemble des personnes, que ce soit les élus, justement, les représentants du personnel, les agents, les managers. Lorsque l'auditrice AFNOR est venue, d'ailleurs, elle nous a dit qu'elle avait entendu le même discours de la bouche des uns et des autres. Bon, bien sûr, formulé différemment, et puis chacun voyant les choses de manière un petit peu spécifique, mais qu'en tout cas, toutes ces valeurs-là de diversité et d'égalité se retrouvaient à toutes les strates de la collectivité. Donc, ça a vraiment été un de nos points forts dans cette démarche de labellisation. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur cette démarche de labellisation? Donc, on retient que du coup, ça a un effet. Vous avez parlé de la police municipale sur la mixité des métiers. Vous avez réussi à attirer des femmes. Vous avez ces actions territoriales qui ont été un succès l'année dernière, qui vont être conduites pour sensibiliser encore davantage les acteurs, les parties prenantes. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'avancer un peu plus. On n'est pas dans les temps. On a un petit peu. Je suis désolée, il y a eu des problèmes par rapport à la diffusion du document. Je vous l'enverrai à la suite de la webconférence. Donc, Angie est d'accord pour partager ces outils, donc on vous les enverra. Si Dijon a également des outils ou en tout cas des procédures à partager en guise de bonne pratique, elles sont bienvenues également. Moi, je vous invite aussi à consulter notre site internet qui est alimenté. On a créé une nouvelle rubrique alimentée de bonnes pratiques par les groupes labellisés. Voilà. Donc, pour aller plus loin, nous sommes. Vous avez des questions? Non. Donc, pour aller plus loin, juste vous présenter un dispositif, le dispositif Diversity Awards.
qui a été développé pour répondre à la demande des organismes et entreprises qui ont des activités économiques en Europe et à l'international et qui souhaitent valoriser leurs actions en faveur de l'égalité des chances et des préventions des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines. C'est aussi induire une culture commune quand un groupe a des filiales à l'étranger. Donc nous avons imaginé ce dispositif pour l'étranger. Donc le Diversity Award est destiné à tous les organismes exerçant une activité de salariés à l'étranger, quelle que soit sa taille, ses activités. Donc l'organisme qui souhaite candidater au Diversity Award peut désormais le faire. Il présente soit un site ou plusieurs sites, soit tous ces sites, soit en fonction de la maturité des sites. Donc il y a soit présenter un ou des sites ou la totalité de ces activités, mais aussi juste un site qui, de manière indépendante à l'étranger, peut aussi candidater. Donc les exigences sur le thème abordé par le dispositif donnent lieu à l'attribution d'un label ad hoc qui sont regroupés dans un cahier des charges qui est identique à celui qu'on vient de présenter. C'est vraiment pour diffuser une culture commune. Et donc c'est un projet, enfin donc le dispositif est aujourd'hui en place, mais est pilote aujourd'hui pour avec des groupes qui souhaitent donc le développer. Donc c'est à suivre, on vous tiendra au courant, mais je voulais vous donner cette information, sachant qu'il y a une demande de la part des grands groupes de pouvoir aussi labelliser les filiales à l'étranger. Ensuite, pour les généralités de ce dispositif, donc c'est un respect stricto sensu de la législation, le traité d'Amsterdam, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la déclaration des droits de l'homme des Nations unies. On retrouve les critères dont on a parlé tout à l'heure. Le cahier des charges, donc inspiré du label français pour prévenir les discriminations et promouvoir la diversité. Donc c'est dans le cadre de la gestion des ressources humaines et des relations également avec les fournisseurs, les partenaires, les clients et les usagers. Donc on retrouve vraiment la logique du label français. Des critères de labellisation similaires donc à ceux du label français, puisqu'il y aurait aussi les 7 domaines que l'on retrouverait. Et donc plusieurs approches possibles. Donc l'approche site global, l'approche site corporate ou monosite s'il y a juste une filiale qui souhaite commencer. Donc c'est possible aujourd'hui de pouvoir se faire certifier à l'étranger si vous êtes intéressé. Vous parlez de quelques outils qu'on a en ligne pour pouvoir vous tester. Le test en ligne sur le site AFNOR certification.afnor.org. Une vingtaine de questions pour évaluer la maturité du projet. Donc ça aide aussi à savoir où vous en êtes et ce que vous devez développer. De recenser en fait l'existant qui a été développé dans l'entreprise jusqu'alors. Donc il y a une nouvelle rubrique dont je vous ai parlé, les labellisés partagent leurs bonnes pratiques. Et vous pouvez également demander une visite d'évaluation sur site qui est de courte durée pour identifier les bonnes pratiques qui sont mises en place au regard du cahier des charges, identifier des axes d'amélioration et préparer votre audit de labellisation. Et cette visite d'évaluation donne lieu à une restitution en fin d'évaluation qui peut être un diagnostic intéressant pour alimenter votre plan d'action. Des sites ressources, il y en a beaucoup. Il y a l'ANACT, le Défenseur des droits, le SDFE, le ministère du Travail, le Haut Conseil de l'égalité. Il peut y avoir aussi d'autres sites. J'avais imprimé une enquête sur un baromètre justement en Europe sur la perception des discriminations en Europe qui peut vous aider aussi à alimenter un projet. Et France Stratégie également qui a conduit une enquête sur l'impact des discriminations sur la compétitivité de l'entreprise, donc qui réussit à quantifier en fait le fait de discriminer ou de ne pas s'ouvrir à la diversité, que ça a un impact sur l'économie, enfin la performance de l'entreprise. Voilà, écoutez, pour conclure, vous rappelez que ces labels sont des sources de performance, d'innovation, d'attractivité. Vous nous l'avez dit, Marie-Pierre, Rachel et Boris et Aude, et nous vous remercions de la qualité de vos témoignages.
c'est un dispositif qui peut être dupliqué à l'étranger si vous le souhaitez. Et des professionnels, vous redire que des professionnels au sein d'AFNOR Certification sont dédiés, notamment les auditeurs, et qui sont formés à ces labels, et aussi de pouvoir intégrer ou en tout cas de rencontrer d'autres clients, d'autres labellisés, donc de rentrer dans une communauté pour échanger sur les bonnes pratiques. Pour ma part, je souhaite de plus en plus animer la communauté que vous êtes de labellisés pour échanger sur les bonnes pratiques. D'autres webconférences auront lieu avec d'autres témoignages, je l'espère. Prochainement, nous vous tiendrons au courant et nous allons aussi regarder les pages du AFNOR Certification sur l'actualité, notamment sur les témoignages, puisque là, j'ai sollicité les labellisés diversité, mais je viens d'envoyer les mêmes questionnaires pour recueillir les bonnes pratiques pour les labelliser égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, c'est une nouvelle page qui pourra être ouverte quand on aura suffisamment de témoignages pour aussi inspirer vos projets et plans d'action dans le cadre de ces labels. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce premier webinaire à plusieurs voix. C'était une réussite et j'espère à bientôt. Nous allons vous renvoyer le support qu'on vous a montré à tous ceux qui ont participé, ainsi que les outils que voudront bien nous envoyer Angie pour partager. Et donc, je vous dis à bientôt sur notre site internet, ou n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez par mail. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si besoin. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, allez. Merci. Voilà.